Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. La notion d'information est fréquemment associée à celle de liberté. On parle souvent de la liberté de l'information, perçue comme un élément de la liberté d'expression. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne mentionne-t-elle pas « Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». Des Volton rappelle que l'histoire de l'Occident, de son émancipation et celle du monde en général, est indissociable de la bataille pour la liberté de l'information, matrice de tous les combats pour l'émancipation. Elle est le premier pas vers la compréhension de l'autre. Il est toutefois frappant de noter que, alors qu'information et liberté sont si souvent liées dans l'inconscient général, une réflexion assez rapide conduit à constater que l'information, dans la réalité de sa pratique, répond malgré tout à un certain nombre de règles, de normes, dont on peut estimer en première analyse qu'elles constituent, si ce n'est un obstacle, à tout le moins une contrainte, et qu'intuitivement, elles viennent contrarier cette notion de liberté. Un rapport du Sénat français constatait en 1999. La liberté de l'information n'est pas un droit absolu mais une notion de synthèse dans laquelle coexistent indissociablement le principe et ses limitations. Et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen mentionnée ci-dessus précise bien que le citoyen est libre de parler, écrire, imprimer, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Il existe même des domaines où l'information ne peut exister que si elle s'inscrit dans un cadre normatif strict qui, à défaut de le respecter effectivement, rend à tort ou à raison cette information invalide. C'est le cas particulier de l'information comptable. Or, que penserait-on si l'on imposait simultanément à un journaliste par exemple, les sujets qu'il doit aborder, et les thèmes qu'il ne doit pas traiter, la façon de présenter ces informations, le moment pour les communiquer et même le destinataire de celles-ci. Sans doute assisterait-on à l'expression d'une vive opposition, au nom même de la liberté de l'information, et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen serait à coup sûr invoquée. Or pourtant, ce sont les règles qui s'imposent à l'information comptable. Celle-ci en effet est enserrée dans un D, et adresse normatif S, très contraignant S, plan comptable général, règlement comptable, normes IFRS, code de commerce, etc., qui définissent la façon d'élaborer cette information, les éléments d'information à donner et ceux qui ne doivent pas être donnés, la manière de présenter cette information, le moment où elle doit être communiquée, etc. Forme, fond et temporalité sont ainsi réglementés par un ensemble de dispositifs contraignants, et la question se pose de savoir quels sont leurs rôles et leur influence sur l'information ainsi délivrée. L'objectif est donc ici de comprendre pourquoi, alors que la notion de liberté constitue, sur le plan conceptuel, un caractère a priori non détachable de l'information, celle-ci doit être encadrée, réglementée, normalisée, en matière d'information comptable et plus précisément, à quel besoin répond ce cadre normatif, presque consubstantiel à la notion même de comptabilité. En d'autres termes, l'objectif est d'apprécier le rôle, l'utilité, la raison d'être des normes comptables au regard de l'information comptable produite. Chapitre 1 Qu'est-ce qu'une information ? Il existe, et cela peut surprendre, une définition officielle, parce que publiée au journal officiel, de l'information. Cette définition est ainsi libellée. On appelle information l'élément de connaissance susceptible d'être représenté à l'aide de conventions pour être conservé, traité ou communiqué. À vrai dire, il faut préciser que cette définition a été arrêtée, car il s'agit bien d'un arrêté ministériel, avec celle d'un ensemble de termes visant le domaine de l'informatique. Mais, outre son caractère officiel très remarquable, il faut souligner que cette définition est reprise dans nombre de documents qui n'ont pas de rapport avec l'informatique. C'est sans doute parce que cette définition présente un grand intérêt. En effet, elle associe information et connaissance. Elle parle de représentation à l'aide de conventions. Elle envisage l'existence de l'information en l'absence de communication. Mais cette définition n'est bien sûr pas unique. Prenons celle formulée par le Centre national de ressources textuelles et lexicales, qui dépend du CNRS. Sont proposées notamment comme définition.
Action d'une ou plusieurs personnes qui font savoir quelque chose, qui renseignent sur quelqu'un, sur quelque chose. Action de s'informer, de recueillir des renseignements sur quelqu'un, sur quelque chose. Mais aussi faits, événements nouveaux en tant qu'ils sont connus, devenus publics. Il faut donc noter que dans ces diverses définitions, on trouve les notions de l'action de faire savoir, notion d'émetteur, de source, de l'action de recueillir l'information, notion de récepteur, de destinataire, et le fait, l'événement nouveau, notion de message, de signal. Ces différentes définitions introduisent de nombreuses caractéristiques qui sont essentielles dans notre démarche. L'information apprend quelque chose au récepteur. La liberté de l'information ne participe pas de la définition de l'information. L'information intègre de fait des règles, au sens large. L'information est un élément de connaissance pour celui qui la reçoit. L'information apprend quelque chose à celui qui la reçoit. La caractéristique première d'une information est qu'elle apprend quelque chose que connaît l'émetteur, et qu'ignore le récepteur. Comme le dit Desvolton, l'information renvoie à l'idée de ce qui surgit et fait plus ou moins rupture. Nous sommes informés par l'information que nous recevons, à condition que nous ignorions préalablement les éléments contenus dans le message reçu. En effet, si le destinataire de l'information est déjà au courant du contenu du message qu'il reçoit, il n'y a pas d'information. Il y a juste un acte de communication sur un contenu, qui n'est pas une information. Mais une fausse information reste-t-elle une information ? Cette notion de découverte par le récepteur implique-t-elle que cette information soit vraie, c'est-à-dire que le contenu de l'information ainsi transmise corresponde à une réalité ? En d'autres termes, une fausse information reste-t-elle une information, continue-t-elle de répondre à la définition d'une information ? Cette question est importante dans le sens où il s'agit ici de s'interroger sur le rôle d'un cadre normatif sur l'information produite. Et sans bien sûr anticiper ni préjuger quant aux conclusions auxquelles nous pourrons parvenir, et sans affirmer par avance que le cadre normatif est susceptible d'influencer l'information, mais sans l'exclure a priori non plus, il est intéressant sur le plan conceptuel, de se demander si une information fortement dégradée au point de ne plus refléter la réalité reste une information malgré son caractère fallacieux. La notion de fausse information est très ancienne. Sun Tzu, dans son Art de la guerre écrit au 5e siècle avant Jésus-Christ, conseillait déjà d'utiliser des agents secrets afin de transmettre à l'ennemi de fausses informations. Selon Goyet, il y a fausse nouvelle lorsqu'il y a présentation comme vraie d'un fait qui ne l'est pas, ou dénaturation complète d'un fait. Sur le plan éthique, la diffusion de fausses nouvelles constitue depuis longtemps un objet de réprobation sur le plan moral, et un trouble à l'ordre public sur le plan de l'organisation et du fonctionnement de la société. On peut à ce titre citer le terrible décret du 22 prairial an 2. Le tribunal révolutionnaire est institué pour punir les ennemis du peuple. Sont réputés ennemis du peuple ceux qui auront répandu de fausses nouvelles pour diviser ou pour troubler le peuple. Près d'un siècle plus tard, la loi du 29 juillet 1881, loi fondatrice en matière de liberté de la presse, confère infra, pose comme principe que la publication, la diffusion ou la reproduction de mauvaise foi, de fausses nouvelles sont un trouble à l'ordre public. Encore un siècle après, la loi du 3 janvier 1983, plusieurs fois modifiée, est venue, dans le cadre plus spécifique du développement des investissements et la protection de l'épargne, et dans le cas particulier de l'information financière, sanctionner le fait de répandre publiquement de fausses informations de nature à influer sur le cours des valeurs mobilières. On constate donc que la société condamne la fausse information. Pourquoi ? Le juriste répondra, parce qu'elle trouble l'ordre public. L'humaniste, parce qu'elle trompe celui à qui elle est destinée. Mais on constate que fondamentalement, et c'est peut-être le problème, une fausse information a toutes les caractéristiques d'une information. C'est un message, émis par quelqu'un par un moyen de communication, et à destination d'un tiers qui ignore le contenu de ce message. Dès lors, information fausse et information vraie ne se distinguent que par l'effet de la diffusion de la dite information, fausse ou vraie, mais le processus informationnel n'est pas différent. Cela contribue à expliquer pourquoi la notion d'information semble s'accommoder d'un encadrement,
comme on vient de le voir sur le plan juridique, mais également comme on le verra sur le plan conventionnel, et que la notion de liberté ne semble pas faire partie de façon intrinsèque de la définition de l'information. Mais voyons sur ce dernier point ce qu'il en est. La liberté de l'information ne participe pas de la définition de l'information. La liberté de l'information est-elle consubstantielle à l'information elle-même ? C'est un sentiment commun que de penser qu'une information qui ne serait pas totalement libre ne serait pas une information. Ce point est important et nécessite tout d'abord de faire un bref rappel historique. On l'a déjà mentionné plus haut, l'article XI de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose ce qui suit. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Il y a lieu de constater que cette définition est avant tout politique et limitée à la liberté d'émettre une opinion, sans aborder ni le support en tant que tel, liberté de circulation de l'information émise, ni le récepteur de l'information, liberté d'utilisation de l'information reçue. Ce n'est que près de 100 ans plus tard que la loi, celle du 29 juillet 1881, vient libérer le cadre contraignant de l'acte de publication. Cette loi consacre pour l'essentiel la liberté de la presse. Mais là encore, on envisage la notion de liberté que par une approche juridique. Or, les contraintes en matière de liberté d'expression ne sont pas que juridiques. Plus de 100 ans plus tard encore, c'est la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dite loi Léotard, qui s'intéresse aux médias audiovisuels, loi amendée depuis pour tenir compte de nouveaux médias électroniques. Le support devient le centre du débat. La question de la liberté de l'information est alors envisagée, non plus sous l'angle de la liberté de publication mais sous celui du pluralisme, notamment par la réglementation du contrôle des médias audiovisuels. Il faut entre-temps citer la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 qui, dans son article 19, énonce que tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Il convient de remarquer ici que la restriction, ou la limite apportée dans la définition de la liberté d'expression par l'article XI de la Déclaration des droits de 1789, n'est pas reprise dans la Déclaration universelle. Néanmoins, il ressort de ce rappel historique que la liberté de l'information recouvre les 3 niveaux du schéma classique émetteur-message-récepteur, et vise donc la liberté d'émettre l'information, c'est la liberté d'expression au sens strict. La liberté du contenu de l'information, c'est la liberté de l'information proprement dite. La liberté de recevoir l'information, c'est la liberté de s'informer et d'être informé. Il apparaît donc clairement que la notion de liberté de l'information fait partie de l'information elle-même. Car en effet, si l'on ne peut pas émettre librement une information, c'est que des informations, pas toutes, ne sont pas émises. Si le contenu, le message n'est pas libre, par exemple incomplet, l'information est brouillée, dénaturée, déformée en tout ou partie. Enfin, si le récepteur n'est pas libre de recevoir l'information, celle-ci a été émise, transmise, mais pas reçue, donc perdue. C'est comme si elle n'existait pas. La Cour européenne des droits de l'homme enfonce d'ailleurs le clou en 1976, en affirmant « La liberté d'expression vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de société démocratique. » On constate donc que même si la définition de l'information n'inclut pas nécessairement, en tant que telle, la notion de liberté, elle lui est intrinsèquement liée. Cela suppose-t-il que la liberté de l'information doit être sans limite, ou à tout le moins sans contrainte ? Dans toute société organisée, la liberté de l'individu ne pouvant être sans limite, ne serait-ce que pour respecter celle de l'autre, elle est aussi réciproquement limitée. La liberté de l'information connaît elle aussi des limites. Cela pose le problème du contrôle de l'information.
La difficulté vient ici du fait que la liberté d'information est perçue comme l'un des symboles de la liberté tout court, en tout cas comme un élément sine qua non d'une société démocratique. Cependant, toute société de liberté suppose malgré tout des limites ou au moins des dispositifs de nature à éviter, à sanctionner, les dérives liées à une pratique considérée comme abusive de la liberté, dans le cas présent de l'information. C'est la notion d'intérêt public ou d'intérêt général qui intervient ici. Les tribunaux, la justice, sont là pour sanctionner l'information fausse quand elle vient causer un trouble à l'ordre public, par exemple quand elle présente un caractère diffamatoire. Ils punissent l'information vraie quand elle aborde des questions relatives à la vie privée ou des questions à caractère confidentiel, le secret des affaires ou le secret lié à la défense nationale. Mais revenons à la notion d'intérêt général. Deux approches peuvent être retenues, comme le détaille le Conseil d'État dans son rapport public 1999. L'une, d'inspiration utilitariste, ne voit dans l'intérêt commun que la somme des intérêts particuliers, laquelle se déduit spontanément de la recherche de leur utilité par les agents économiques. Il s'agit là d'une approche, en fait très économique, dite également anglo-saxonne, d'inspiration libérale, où l'intérêt général est une forme d'arbitrage, d'optimisation entre des intérêts individuels antagonistes. Chaque acteur économique cherche à maximiser son profit, et l'intérêt général s'analyse alors comme une sorte de synthèse où la recherche de la maximisation du profit de l'un tient compte de la recherche de la maximisation du profit de l'autre. L'intérêt général est alors une forme d'équilibre entre ces recherches antagonistes, de même nature. L'autre conception, d'essence volontariste, ne se satisfait pas d'une conjonction provisoire et aléatoire d'intérêts économiques, incapable à ses yeux de fonder durablement une société. L'intérêt général, qui exige le dépassement des intérêts particuliers, est d'abord, dans cette perspective, l'expression de la volonté générale, ce qui confère à l'État la mission de poursuivre des fins qui s'imposent à l'ensemble des individus, par-delà leurs intérêts particuliers. Il s'agit là d'une approche plus juridique et qui, en France, fonde le droit administratif. Cette approche s'oppose à la précédente et fait valoir l'intérêt collectif comme distinct et au-dessus de la somme des intérêts individuels. Non seulement, on ne fait pas confiance à l'ajustement des intérêts individuels pour définir l'intérêt général, mais on considère l'intérêt général comme un intérêt public, commun aux membres d'une même communauté, telle qu'une nation par exemple. Cette notion prévaut en France et elle nous conduit à la notion d'ordre public. Le Conseil constitutionnel confère à la préservation de l'ordre public le caractère d'objectif de valeur constitutionnelle. Décision du 18 janvier 1995, et affirme qu'il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre la prévention des atteintes à l'ordre public et l'exercice des libertés garanties par la Constitution. Le Conseil d'État, quant à lui, plus haute juridiction administrative, définit l'ordre public comme un socle minimal d'exigences réciproques et de garanties essentielles de la vie en société, qui comme par exemple le respect du pluralisme, sont à ce point fondamentales qu'elles conditionnent l'exercice des autres libertés, et qu'elles imposent d'écarter si nécessaire les effets de certains actes guidés par la volonté individuelle. La notion d'ordre public fonde la théorie de la police administrative bâtie par le Conseil d'État. Cela dit, et comme le souligne De Bocara, la question n'est donc pas de douter que l'on puisse tout dire car cette garantie est intangible, quitte à comparaître devant l'ordre judiciaire. Par contre, dans un état de droit, il appartient objectivement à celui-ci d'envisager proprio motu les conséquences puisqu'il en répond lui-même directement au premier chef pour ce qu'il y a de plus grave en cas de sinistre lors de désordre. Cette notion de contrôle de l'information par la loi et les tribunaux est largement admise, y compris dans des environnements très libéraux. Dans cette approche, la liberté de l'information et son contrôle par la loi ne sont finalement pas contradictoires, dans la mesure où 1. Le principe de la liberté de l'information, ou de la liberté d'expression que nous avons choisi d'assimiler ici, est posé. 2. Le contrôle de cette information n'a pour objet que d'agir dans l'intérêt de tous, dans l'intérêt de la société. Mais la liberté de l'information ne s'apprécie pas que par rapport à des notions purement juridiques, en liaison avec la notion d'ordre public. La liberté de l'information s'exprime également par rapport à un environnement qui a ses règles,
lesquelles influencent nécessairement l'information. Ces règles ne sont pas aussi explicites que des lois écrites, ou des jugements de tribunaux, comme on vient de l'aborder. Non, il s'agit plutôt de normes, souvent non écrites, qui influencent très directement notre façon de communiquer des informations. Ces normes constituent en quelque sorte un cadre sociétal qui emprunte aux relations sociales, aux usages culturels, aux règles comportementales, aux techniques langagières, etc. Elles se distinguent donc significativement de la notion de droit positif. Mais elles n'en sont toutefois pas moins importantes, au contraire pourrait-on même dire. En effet, contrairement aux règles légales, dont on a vu qu'elles agissent plutôt a posteriori pour sanctionner de façon explicite un abus de droit, les normes en matière d'information s'exercent comme une forme d'autorégulation a priori et de façon implicite. Chapitre 2 Et qu'est-ce qu'une norme ? La compréhension de ce qu'est une norme est évidemment essentielle dans notre réflexion. À ce titre, nous allons tenter d'analyser tout d'abord ce qu'est une norme en distinguant les différents types. Mais d'emblée, posons-nous la question de savoir ce qu'est une norme. La notion de norme sous-tend généralement celle de règle, à laquelle on doit se soumettre, de façon plus ou moins volontaire. Le mot même de norme laisse entendre que la norme définit ce qui est normal, et ne pas respecter la norme, c'est donc ne pas être dans la norme, voire être de ce point de vue-là, anormal. En fait, la notion de norme est une notion complexe et nous ferons ici abondamment référence aux travaux de Pierre Livet en la matière. La question est donc, qu'est-ce qu'une norme ? Le terme norme vient du latin norma qui signifie au sens premier l'équerre, et au sens figuré la règle, la loi. À ce titre, la norme est génératrice d'obligations, celle de faire comme la norme le dit. Pélivet analyse la différence entre norme et règle. Il en ressort que cette différence est assez ténue, et repose sur la capacité que l'on a à détecter un comportement transgressif. Une norme doit pouvoir être applicable dans son ensemble dans un temps qui soit possible et aux acteurs et aux observateurs d'embrasser. Une règle exige simplement une capacité idéale de repérage des transgressions. On constate que la nuance est subtile et que, in fine, normes et règles sont des notions très proches. Au-delà de cette distinction, allons plus loin dans l'analyse du contenu de la notion de norme. Comme le synthétise Pélivet, Hérogien définit une série de critères qui caractérisent les normes et dont les principaux sont les suivants. Les normes s'expriment sous la forme d'obligations et définissent des obligations ou des interdits. Il faut, il ne faut pas. Les normes ne sont pas graduées. C'est tout ou rien. On doit dire bonjour à la dame ou on ne doit pas s'essuyer avec sa manche, mais on ne doit pas un peu dire bonjour à la dame ou ne pas beaucoup s'essuyer avec sa manche. Les normes, parce qu'elles définissent des obligations ou des interdits, n'ont pas besoin d'un contexte défini pour être mises en œuvre. Le contexte est en fait présupposé. On doit dire bonjour à la dame, parce que l'on croise une dame. Il n'y a pas d'explication contextuelle à donner. Les normes se situent en dehors de tout contexte émotionnel, et ne sont pas liées à des émotions. On doit dire bonjour à la dame, que la dame soit jolie ou non, que l'on soit joyeux ou que l'on soit triste. Les normes ne se réfèrent qu'à des actions, Hérogien précise même à des actions intentionnelles. Les normes ne sont pas des propriétés naturelles. Les normes ont pour but d'imposer au monde de s'ajuster à ce que veut l'esprit. Cette notion est sous-tendue par le fait que la norme créant l'obligation, elle peut être assimilée à un ordre donné par l'esprit pour modifier la réalité du monde. Les normes ne sont pas vraies ou fausses. Si la norme est « il faut dire bonjour à la dame », la question de savoir si dire bonjour à la dame est vrai ou faux en tant qu'obligation normalisée n'a pas de sens. C'est une obligation, un point c'est tout. Les normes ont une dimension collective, applicable à l'ensemble d'une communauté. Les valeurs qui inspirent ces normes peuvent dépasser ces normes. On ne dit plus simplement bonjour à la dame, on accompagne ce salut d'un compliment flatteur car on perçoit chez la dame un peu de tristesse que l'on veut lui ôter. Dans ce cas, on n'est plus dans la norme, et le comportement en question n'est plus issu d'une obligation collective, mais d'un comportement individuel. Ces différents critères sont évidemment discutables, mais ils présentent l'intérêt de fixer des points de repère dont les principaux sont, nous semble-t-il, que les normes expriment des obligations qui ne sont pas graduées. Elles sont dépouillées de caractère émotionnel. Elles ne sont pas en tant que telles vraies ou fausses.
Enfin, et c'est essentiel, elles ont une dimension collective. Avant d'aller plus avant, nous croyons utile de distinguer 3 familles de normes recouvrant des réalités sans doute différentes, même si elles répondent à la même appellation, celle de normes. Il s'agit selon nous de la norme sociale, la norme juridique, la norme technique. Certains pourront non sans raison faire valoir que la norme juridique est une norme sociale qui a été formalisée, textualisée, institutionnalisée. Mais nous verrons qu'elle a ses spécificités, et que dans les réflexions qui nous occupent, il est intéressant et fondé de la traiter à part. La norme sociale. Si la norme est, pour simplifier, une règle, la norme sociale est la règle qui définit un comportement au sein d'un groupe d'individus. Elle se rapproche de la notion de convention telle que nous serons amenés à la définir plus loin, dans le sens où la norme sociale ne décrit pas un comportement intrinsèquement juste ou bon, au sens de l'éthique, mais simplement consensuel, conforme à ce qu'attend le plus grand nombre. La norme sociale correspond à une règle, ou plutôt un ensemble de règles qui définissent le comportement attendu d'un individu au sein d'un groupe social. Les normes sociales prennent leur origine dans les habitudes, les usages, mais aussi les croyances existant au sein de la société dans laquelle on vit. Chaque individu fait au cours de sa vie, et notamment au début de sa vie, l'apprentissage de ces normes, et sous l'effet de la pression de son environnement social, les adopte, les pratique et les transmet. S'agissant des origines des normes sociales, la question peut être débattue, mais il faut reconnaître que la notion de société est consubstantielle à celle de normes sociales, dans la mesure où ces normes participent de la définition même d'une société humaine, voire animale plus largement. Wittgenstein, par exemple, s'est penché sur les questions des normes langagières. De la même façon qu'en biologie, on a pu résumer la loi d'usage et de non-usage de Lamarck par l'expression « la fonction crée l'organe », on a pu résumer la pensée de Wittgenstein par la signification, c'est l'usage. Entendant en cela que le sens des mots est donné par une présupposition issue de la société. Mais comme le signale Pélivet, il faut entendre ici par usage, une utilisation interactive des mots dans un contexte de vie en communauté, usage qui alors se transforme en injonction normative excluant l'existence d'un langage privé. Ce raisonnement ne se limite pas aux normes en matière de langage, mais s'applique, plus largement, aux normes en matière de comportement, d'activité. Cependant, comme le précise Canguilhem, une norme n'a aucun sens de norme toute seule et toute simple. L'existence d'une norme suppose qu'il existe d'autres possibilités qui s'opposent à cette norme. En fait, l'idée développée ici est que la norme est là pour trancher un conflit. Pélivet développe l'idée que les normes sociales ne sont nécessaires qu'en situation de dilemme, nécessité de choisir entre 2 pratiques antagonistes, et seulement lorsque ce choix est nécessaire au maintien, voire au développement de la société et à la coordination de ces autres pratiques. Quoi qu'en dise Pélivet, on n'est pas loin de la théorie des conventions développée par Lewis dont nous parlerons plus loin. Retenons donc ces 3 caractéristiques de la norme sociale. Nécessité de choisir entre des solutions antagonistes. Utilité de ce choix pour le maintien ou le développement de la société. Coordination des pratiques de la communauté. Pélivet précise également comment se mettent en place les normes sociales. Partant du constat que pour qu'il y ait norme, il faut qu'il y ait conflit, il distingue 2 modes de mise en place de la norme sociale. Le mode immanent. La nouvelle pratique se développe en conflit avec d'autres pratiques existantes. Les tenants de la nouvelle pratique tentent de rassembler le plus grand nombre en faveur de leur nouvelle pratique qui, en cas de succès, devient la norme sociale. Le mode délibéré. Dans ce cas, la pratique correspondante ne préexiste pas, mais elle apparaît offrir une coordination meilleure pour le groupe, soit par rapport à des pratiques existantes, soit par rapport à d'autres pratiques nouvelles potentielles. La norme sociale, une fois en place, ne repose pas sur la contrainte policière, mais sur la réprobation sociale, qui se distingue donc de la sanction judiciaire qu'elle suscite à l'égard de ceux qui ne la respectent pas. C'est en cela que la norme définit une forme de normalité, à savoir la normalité sociale, et corrélativement, désigne comme ayant un comportement anormal, ceux qui ne respectent pas la norme sociale, c'est-à-dire cette pratique sociale admise par le plus grand nombre. Il est à souligner, comme évoqué,
que la norme sociale ne se définit pas par rapport à des notions éthiques. La norme sociale ne définit pas objectivement le bien ou le mal. Elle est celle qui, pour reprendre la grille d'analyse de Pélivet décrite plus haut, en situation de pratique sociale conflictuelle, offre aux yeux du plus grand nombre les garanties de maintien voire de développement de la communauté et permet la coordination entre individus ou groupes d'individus. La norme en cela se rapproche des notions de règles régulatrices, développées par John Searle, qui a pour objet de trancher entre deux pratiques possibles, exemple, conduire à droite ou conduire à gauche, et de règles constitutives qui, quant à elles, ne tranchent pas entre des pratiques préexistantes mais définit la pratique elle-même, exemple, les règles du jeu d'échecs. Sans entrer dans le débat de savoir si les règles constitutives existent vraiment, les règles du jeu d'échecs ne sont-elles pas venues réglementer les pratiques imprécises ou variables de jeu préexistants ? Il est clair que selon cette grille d'analyse, les normes sociales s'apparentent à des règles régulatrices. Cependant, si elles n'ont pas de contenu éthique objectif, elles visent à atteindre une forme d'optimisation commune, de satisfaction collective. En cela, les normes sociales ne sont pas le fruit du hasard. On constate en effet que les normes sociales ont vocation essentiellement à permettre un fonctionnement optimal de la société sur la base de règles admises par le plus grand nombre et que conduisant sinon à rejeter, tout du moins à stigmatiser ceux qui ne les respectent pas, c'est-à-dire, au sens le plus direct, les anormaux. En cela, la norme sociale est un outil sans doute indispensable pour assurer, sinon la cohésion, au moins la coordination sociale des individus ou groupes d'individus. À ce titre, si l'on ne peut pas affirmer que telle ou telle norme sociale est bonne ou mauvaise, on a vu que les normes sont dépouillées, en tant que telles, de contenu éthique. Le principe de l'existence de normes sociales est assurément positif, en ce qu'il permet la coordination des relations sociales, donc le fonctionnement de la société. Sans normes sociales, point de société. La norme juridique. La norme juridique intervient à l'évidence dans le cadre de l'organisation sociale de la vie d'une communauté, d'une société. À ce titre, la norme juridique est une norme sociale. Mais elle présente des caractéristiques propres qui justifient que l'on s'y intéresse en particulier. Comme indiqué ci-avant, la norme sociale a pour particularité de trancher un conflit par rapport à des pratiques préexistantes. La norme juridique répond à cette logique. Prenons l'exemple de l'héritage. Le texte juridique, le Code civil en l'occurrence, tranche la question de savoir, en cas de décès, qui sont les héritiers. Dans certains pays, au Royaume-Uni par exemple, il n'existe pas de réserve successorale. Ainsi, si le défunt a plusieurs enfants, il peut n'en désigner qu'un seul pour hériter de l'ensemble de la succession. Dans d'autres pays comme la France, tous les enfants, légitimes ou illégitimes, reçoivent sans entrer dans le détail une part d'héritage. Très clairement, la norme juridique a tranché un conflit de pratiques par rapport à une conception de l'intérêt de la communauté, de la société. Les Britanniques ont préféré privilégier le non-éparpillement du patrimoine en cas de pluralité d'enfants. La France, à l'instigation de Napoléon, a jugé qu'il était de l'intérêt de la société que chaque enfant reçoive une part de la succession. Néanmoins, la norme juridique a des particularités que n'ont pas toutes les normes sociales, et à ce titre, elle s'en singularise. La norme juridique s'insère dans une notion de justice, ce qui entre en contradiction avec ce que nous avons évoqué plus haut, à savoir que la norme ne définit pas en principe le bien ou le mal. La norme juridique est bien souvent écrite droit latin ou retranscrite droit anglo-saxon, ce qui n'est pas le cas d'une norme sociale en général. La norme juridique ne vise pas seulement à trancher entre des pratiques. Elle n'est donc pas seulement régulatrice, pour reprendre la distinction de John Searle en matière de règles, mais elle est aussi constitutive. Quand la loi crée de nouvelles institutions, par exemple il y a quelques années les cours administratives d'appel, ou de nouveaux droits, par exemple la possibilité pour un justiciable de saisir par une procédure en plusieurs étapes, le Conseil constitutionnel, elle ne tranche pas ce faisant entre plusieurs pratiques possibles, mais elle crée de nouvelles règles. Qu'est-ce alors qu'une norme juridique ? Kelson la définit comme « la signification d'un acte de volonté ». C'est, pour reprendre l'expression de Millard, une signification prescriptive d'un acte de volonté. Cette notion comporte deux termes forts, prescriptive et volonté.
On note ici, par rapport aux normes sociales que nous qualifierons de générales, une différence sensible. Là où Pélivet parlait de normes dont l'origine était soit immanente, soit délibérée par rapport à des pratiques existantes ou de nouvelles pratiques potentielles, le grand juriste Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.